Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si toutefois vous n'aviez pas remarqué, nous sommes mercredi. Et voilà, c'est une info qu'il fallait donner. Bonjour à tous, Capital, merci. Bien sûr que c'est capital. C'est la journée des enfants, Philippe Bilger. Bien entendu que c'est capital. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Comment allez-vous ? Quand on fait les vrais voix, on va toujours extrêmement bien. Même le lundi et le mercredi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça il commence. fallait qu'il compte parce qu'avant c'était le mardi et le jeudi. Oui, avant c'était le mardi et les jeudis. C'est vrai, ça se mange sans fin. Tout de suite, ça commence fort direct. Et on l'attend pas du tout, en fait. Ça, on l'attend pas. Non, Ouais, mais ce parce bien, que comme c'est vous pas du tout. balancez Alors que Françoise, c'est sans doute les 2 plus belles journées de notre vie. Je suis assez d'accord. Voilà. En tout cas, moi, C'est ça j'ai qui est dingue. la joie d'être avec vous, avec Philippe Bilger. Beaucoup moins avec qui vous savez, mais je suis Cécile, avec. j'ai bien entendu ce que vous venez de dire. Oui, absolument. 2 purs beaux jours de votre vie, c'est le lundi et le C'est le mercredi. lundi et le mercredi. Absolument. Il vous en Exactement. faut pas beaucoup. Ça vous fait les pieds. Vous savez, Philippe, moi je sais reconnaître les talents. Ça me fait les pieds un peu, que j'ai au moins une alliée autour de cette table, bande de droitards. Mon Dieu. En tout cas, Cécile, merci. elle sait créer l'unité. Ah oui, Ouais, c'est ça. c'est ça, Ce c'est qui est ça. l'inverse de Philippe David. La désunion. Tu sais, c'est le type. divise. Moi, il s'appelait Détritus, non, la zizanie, le Oui. type qui met le souk Oui, par Détritus. non, je peux pas t'appeler comme ça. Non, Faut Détritus. pas exagérer, non. c'est De horrible. minibus et détritus, c'est pas mal. Mais je ne vous donne pas le titus. Oui, Brutus. Ça fait un bon combo. Les amis, le sommaire de cette émission, du sérieux, sur une actualité un peu dure. Le motard qui a causé la mort de la petite Camilla reste donc en liberté. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de confirmer son contrôle judiciaire. Camilla, 7 ans, est morte, je le rappelle, après avoir été percutée par la moto en roue arrière. C'était fin août, à Valoris, alors qu'elle traversait un passage piéton. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que cette décision vous semble à la hauteur vu la gravité des faits ? Est-ce que les peines pour les criminels de la route vous semblent à la hauteur ? Et à cette question, le maintien en liberté du motard qui a tué Camilla vous semble-t-il justifié ? Vous dites non à 87%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on demandera son avis à une avocate pénaliste, Sandrine Pégan sera avec nous. Le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Vous vous êtes certainement couché tard comme nous. Donald Trump qui affirme que son débat avec Kamala Harris a été truqué par la chaîne organisatrice. Réaction du milliardaire bousculé par la vice-présidente lors de cette émission cruciale dans la course à la Maison-Blanche. Dans la foulée, Kamala Harris a donc engrangé un soutien de poids. Taylor Swift loue pour elle une dirigeante douée et solide. Alors parlons vrai, est-ce que les débats, vous aussi en France, ou même pensez pour les Américains, influent sur votre vote ? Est-ce que ça va se jouer à très peu de choses le 5 novembre prochain aux USA ? Et à cette question, est-ce que Kamala Harris a pris l'ascendant sur Donald Trump ? Vous dites non à 94%. Pardon. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Drôle. And from the United States of America. Olivier Piton sera avec nous, avocat français aux USA et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et juste avant de saluer nos vraies voix du jour, on fait un petit coup de cœur à Marie qui réalise aujourd'hui. On embrasse Maxime bien sûr qui sera avec nous de retour dans quelques jours. Lundi, si j'ai bien. Oui, lundi, c'est ça, parce que monsieur nous fait des infidélités. Oui, il passe en matinale. Il préfère Jean-Jacques Bourdin le matin, bravo. On ne vous félicite pas. En attendant, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Et la parole, lui, vous l'avez bien pendu, la parole. Ça va mieux depuis hier. Ça va mieux. Il a repris du souffle. Françoise Debois, éditorialiste sur Sud Radio. Françoise. Chers amis, bonjour. Vous êtes bien merveilleuse, bien lumineuse aujourd'hui avec votre foulard. Je suis extrêmement heureuse. Oui, ça c'est, vous savez, c'est la confection italienne, c'est magnifique. C'est de la soie, de la paga, c'est beau. Vive l'Italie, mais vive la France. Ouais. Vive les vrais voix. Vive la pasta. Ouais, vive la pasta. Entre autres, bien sûr. Avec modération, bien sûr. Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuables Associés. Bonsoir. Déjà, ça commence bien. Vous êtes associé aux contribuables? Non, mais on essaie d'associer les contribuables. Ça, c'est bien. Et ravi de retrouver cette cour de récréation un mercredi. Oui, mais
niveau quand même au-dessus de la moyenne quand même. Ça dépend tiens à pour dire. qui. Ça dépend. Voilà. Eh ben je parie pour moi. Pour une fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Avec ce numéro 0826 300 300 et notre auditrice du jour qui nous appelle de Bordeaux, qui s'appelle Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir à tous. Déjà, je suis ravie de constater que personne n'a perdu son sens de l'humour dans l'été. Non, ça c'est sûr. J'ai envie de vous dire qu'ils sont même renforcés, c'est ce qui me fait peur. C'est ça le souci. Céline, coup de gueule, manque de réaction face à une situation grave. Vous voulez revenir sur ce drame, certains parleront d'un fait divers ou un drame pour certains d'autres. C'est cette petite fille qui a reçu une claque de sa maîtresse. Alors, sur le fait qu'elle ait reçu une claque, évidemment, il n'y a pas de sujet, c'est inadmissible. Mais moi, ce que j'ai trouvé juste lunaire, et je trouve qu'on n'en a pas tellement parlé, c'est de voir qu'en fait, la scène avait été filmée sans aucune réaction de la personne qui filme. Et j'ai compris qu'en fait, c'était un parent d'élève qui avait le droit d'être dans la classe, qui avait assisté à la scène, et au lieu de se lever, éventuellement d'intervenir ou de sortir de la classe pour aller chercher de l'aide, la personne a pris son téléphone portable pour filmer la scène, qui dure quand même quelques minutes. Et ça, j'ai juste trouvé ça, mais juste surréaliste. C'est-à-dire dans quel monde on vit pour que, en fait, face à une situation pareille, on préfère sortir son téléphone portable que de porter secours ou aller chercher de l'aide. Je sais pas, moi je trouve ça juste terrifiant. Philippe Bilger. Depuis hier, on ne parle que de ça. Je trouve que la violence sur cette petite est inadmissible. Elle a 3 ans. Mais pour le reste, je trouve qu'on tombe dans un délire absolu, quoi. Enfin, mais j'ai pas le temps de développer parce que sinon on dépasserait 19h, ma chère Cécile. Je pense pas du tout que c'est un délire absolu. C'est une évolution. Mais si, c'est très important. Tout le monde a raison d'être indigné par cette gifle. On frappe pas les enfants, point. Je veux dire, ce que nous avons subi, nous, dans notre éducation... C'est pas une gifle. Oui, mais c'est pas une gifle. Mais ça change beaucoup non, aussi. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que notre cher pédiatre Edwige Antier nous l'explique par A plus B, nous explique toujours. La réalité, c'est que ça a un impact terrible. Des générations entières ont été élevées comme ça. Il est bon que ça s'arrête. Et là où je suis d'accord avec vous, mais peut-être, ma chère amie au téléphone, peut-être que vous êtes... Céline, peut-être que le téléphone portable a été sorti justement pour récupérer une preuve en réalité de la chose. Peut-être que c'est ça, en réalité. C'est pas autre chose. Ça me fait penser, vous savez, aux gens qui filment quand il y a des accidents sur la route. C'est vrai que c'est toujours surprenant de voir qu'en fait, il y a des bouchons parce qu'il y a des gens qui ont un peu la paresse de regarder. Franchement, il y a beaucoup de bouchons. Après, sur le fond, autant je suis un peu gêné par, vous savez, c'est la loi qui a été votée en 2019 qui interdisait aux parents d'exercer on va dire, un peu de ce qu'ils estiment être des violences physiques, c'est-à-dire très concrètement une fessée sur leurs enfants. Autant là, à l'école, c'est vrai que ça me semble évidemment un peu inapproprié pour pas dire autre chose. Eh ben Céline, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour et on est ravis de vous accueillir en tout cas dans cette émission avec Philippe Bilger. Le procureur nous dira quoi dans quelques instants? Il va parler d'une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 14 ans en Australie. Il nous fait une Alain Delon, il parle de lui à la 3e personne. Comme vous adressez Cécile, il vous remercie. Comme vous adressez au procureur. Mais il a pris un boulard. On a fabriqué un monstre. Vous êtes au courant qu'on a fabriqué un monstre. Puis nous qui sommes dans le studio, on pourrait le confondre avec Alain Delon en plus. Allez, Alain Delon. Oui, mais il y a quelques ça va. Gérard Jugnot, taisez-vous. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Étant donné que dans les vraies voix tous les jours on vous annonce, en tout cas on vous promet de vous annoncer des bonnes nouvelles, on va vous en annoncer 3. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gaulle est avec nous. Et une mauvaise nouvelle, Benoît est avec nous. On a dit 3. Non, j'avais pas encore. Que des bonnes nouvelles. Mais la 4e, c'est Philippe David s'en va. Et Benoît Perrin est avec nous, bien entendu. On plaisante, Benoît, on plaisante. Et dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Félix Mathieu, la 4e bonne nouvelle. De quoi parle-t-on ?
On va parler de Taylor Swift qui soutient Kamala Harris. On va parler aussi du gouvernement Barnier. Il paraît que c'est pour la semaine prochaine. Ça consulte à tout va en ce moment. Et puis aussi d'une nouvelle actrice de la série Emily in Paris. Elle joue le rôle d'une épouse de président, une certaine Brigitte M. Voilà, en 3 mots, ça donne soutien, gouvernement et actrice. Allez, tout de suite la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur l'Australie que monsieur le procureur va requérir, en parlant bien évidemment à la 3e personne. Hier, j'ai été attiré par cette nouvelle. En effet, en Australie, ils ont interdit les réseaux sociaux aux adolescents de moins de 14 ans. Et je me suis dit que ça pouvait être au moins une interrogation pertinente pour les amis chroniqueurs d'aujourd'hui. Et je ne fais pas de différence entre le lundi et le mercredi. En ce qui me concerne. Ah oui, c'est normal. C'est normal parce que j'y suis à chaque fois. Il arrive que le mercredi et le jeudi aient des charmes particuliers. Mais je trouve, et je vous soumets l'interrogation, je trouve que c'est une bonne mesure. Et pourquoi ne serait-elle pas appliquée en France ? Ça me paraît, comme on ne parvient pas à donner la juste mesure de l'usage des réseaux sociaux pour les jeunes, pourquoi pas moins de 14 ans, est-ce que l'interdiction, si elle est appliquée, ne pourrait pas être une bonne solution ? Françoise Degois. Moi, je n'en sais rien parce que ça dépend aussi de la maturité des jeunes en question. Vous avez des jeunes de 14 ans qui sont très matures. Moins de 14 ans. Oui, ou moins de 14 ans. Moi, je suis extrêmement gêné par ce type de mesures qui sont extrêmement populistes. Enfin, pas populistes en tout cas, c'est des mesures complètement démagogiques. D'abord, comment vous faites pour l'appliquer ? Comment est-ce que vous arrivez à contrôler des millions d'ados ou de pré-ados pour qu'ils ne rentrent pas sur les réseaux sociaux ? Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est un effet véritablement d'annonce. Voilà. Et je pense que les réseaux sociaux, encore une fois, je le redis, je défends toujours la liberté des réseaux sociaux. Absolument, parce que ça n'est pas qu'une poubelle à ciel ouvert qui envahit l'esprit des gens. Vous savez, la génération des réseaux sociaux, moi je les vois dans ma famille. On peut dire ce qu'on veut de ces mômes. En tout cas, ils ont une ouverture de vie que nous n'avions pas avant eux. Ils ont une façon de voir le monde que nous n'avions pas. Les réseaux sociaux, ça fait partie de leur vie. L'interdiction, c'est de la démago. Benoît Perrin. Alors je vais être démago parce que je trouve que c'est une mesure de bon sens absolu. Alors, vraiment absolu. S'il y a bien un cancer aujourd'hui qui concerne les enfants, c'est vraiment les écrans et c'est les réseaux sociaux. Je rappelle que c'est pour les moins de 14 ans. Mais moi je pense que les écrans, c'est un énorme, vraiment un vrai problème dans les écoles. C'est un vrai problème pour la jeunesse qui ne lit plus, qui a du mal à se concentrer. Tous les pédopsychiatres vous le disent que c'est vraiment un problème. Et j'en veux beaucoup d'ailleurs aux présidents de région, aux présidents de département qui offrent avec l'argent des contribuables, des tablettes dans les écoles, parce que vraiment ça a des conséquences terribles vraiment sur l'apprentissage. Premier point. Deuxième point, sur les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux, n'allez pas me dire qu'on apprend des choses sur les réseaux sociaux. Autant Internet, on peut évidemment y trouver du positif. Donc, sur les réseaux sociaux, je crois que vraiment ça n'a aucun intérêt pour les enfants. Mais c'est quoi ce délire ? Bien sûr. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, on s'en fout. Voilà. Les vraies voix Sud Radio. Voilà comment on est traité. 3 mots dans l'actu. Non, il faut traiter correctement Félix Mathieu, je suis désolée. Merci. Et d'ailleurs, 3 mots, dont le premier que je lui adresse soutien, le second gouvernement et le troisième actrice. Taylor Swift annonce son soutien à Kamala Harris après le débat de la nuit dernière. Donald Trump prédit en réponse un effondrement de ses ventes. Il accuse aussi la chaîne d'avoir truqué l'émission. Michel Barnier promet un gouvernement la semaine prochaine. Beaucoup s'y voient déjà au sein de LR, tout comme de Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Et puis une actrice surprise fait une apparition dans la série Emily in Paris. Elle y joue son propre rôle, celui d'une première dame, Brigitte M, au générique de la saison 4 qui sort demain. Les vraies voix Sud Radio. C'est une brochette comme on en voit seulement pour les grands jours d'unité nationale. Je parle pas de Philippe Bilger, Françoise Degois et Benoît Perrin, mais de Kamala Harris, Joe Biden et Donald Trump, tous alignés à New York. Tout à l'heure, c'était pour les commémorations du 11 septembre, une ambiance qui tranche forcément avec les échanges houleux d'hier soir. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. Donald Trump nous a laissé la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre de sécession, a attaqué Kamala Harris, très en verve. La vice-présidente a ponctué les saillies de son adversaire de sourires ironiques, comme par exemple au moment où il a évoqué les migrants.
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the Ils mangent les chiens, ils mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent ici, à Springfield. C'est ce qui se passe ici dans notre pays et c'est une honte, lance Donald Trump face à une Kamala Harris hilare. Un débat truqué par la chaîne ABC, a affirmé donc aujourd'hui Donald Trump, comme s'il avait lui-même finalement pas été très emballé par sa prestation. Dans la foulée de ce débat, en tout cas, la vice-présidente a engrangé un soutien de taille. Taylor Swift l'a annoncé sur Instagram, je voterai Kamala Harris et Tim Walz, message ironiquement signé Taylor Swift, femme à chat sans enfant, en référence à une expression couramment employée par le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, quand il parle de femmes sans enfants. C'est notamment comme ça qu'il attaque Kamala Harris. Donald Trump a réagi tout à l'heure à ce soutien de Taylor Swift en disant qu'elle leur payerait le prix de son soutien à travers les ventes de sa musique qui, selon lui, vont s'effondrer. Quant à Elon Musk, l'un des soutiens du républicain, il a eu cette formule assez peu élégante, en réponse sur son réseau social à Taylor Swift. D'accord Taylor, t'as gagné, je te ferai un enfant et protégerai tes chats au péril de ma vie. Voilà, ça va le pot. Ça se commande, Philippe Bilger ? Je garde mes réflexions pour tout à l'heure, comme je crains d'être en minorité. C'est intéressant de voir la fake news sur les chiens et les chats, parce que c'était véritablement, il attaquait sur les migrants haïtiens. Ça a été absolument démenti, ça a été démenti par le maire. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est tout à fait incroyable. Je pense que Kamala Harris l'a vraiment poussé totalement dans ses retranchements, l'a fait dérailler en fait hier. Et ça, je pense. En tout cas, la presse américaine que j'ai vue cette nuit, elle est quand même assez unanime pour dire qu'elle a gagné au point. On en parlera tout à l'heure. Le deuxième mot, Michel Barnier promet un gouvernement pour la semaine prochaine. Le nouveau Premier ministre multiplie les contacts. Après un déjeuner avec les parlementaires du parti d'Édouard Philippe, Horizon, il assure que certains à Horizon feront partie de son gouvernement. DLR au Portillon également, le parti dont est issu Michel Barnier. Alors il en faudra bien des ministres LR, estime Annie Genevard, justement la secrétaire générale du parti. Moi je vous dis oui, la logique veut que nous participions au gouvernement. Ça n'aurait aucun sens que nous ayons un Premier ministre issu de nos rangs. Laurent Wauquiez n'était pas chaud. Je me souviens de ce qu'il disait il y a quelques semaines. Oui, mais il y a quelques semaines, la donne politique était différente. Lorsque nous avons vu que tout était bloqué, à l'issue des entretiens qu'on a eus avec le président de la République, aucune solution ne se dessinait. Il faut bien que la France soit gouvernée. Donc Laurent Wauquiez a été l'artisan du déblocage. Il a dit d'accord, on veut bien soutenir un candidat à Matignon, issu de nos rangs, mais sur des bases claires que sont les propositions du pacte législatif. Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Le gouvernement de la semaine prochaine, vous y croiriez ? Ça irait plus vite que pour Gabriel Attal en début d'année ? Alors d'abord on l'attend parce que ça fait quand même très longtemps que ça dure cet épisode, donc on aura enfin la fin. Ce qui est fascinant, c'est quand même que on a un parti qui a fait quasiment, je crois que c'est à peu près 1,5 million de voix. Qui va composer un gouvernement. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui n'espéraient plus, je pense, de leur vie être ministres. C'est-à-dire très concrètement tous les Chiraciens, tous les gens qui ont participé aux différents ou qui rêvaient d'y participer avant, qui va effectivement monter un gouvernement. Je rappelle que le Rassemblement national fait 10 voix, que 10 millions de voix, que le Nouveau Front populaire en a fait 7, que Macron en a fait 6,5, et on a donc ce parti qui fait quasiment pas de voix, qui va composer un gouvernement. C'est fascinant. C'est qui perd gagne. Allez. Incroyable. Je ne pensais pas que ce coup bas viendrait de vous. Troisième mot, actrice, avec cette surprise au casting de la série Emily in Paris. Une surprise nommée Brigitte Macron, l'épouse du président, apparaît dans une scène de la saison 4 qui va sortir demain. Ça a été tourné en avril. Elle y joue son propre rôle, une Brigitte Macron qui, dans l'histoire, donc, devrait rencontrer la jeune américaine expatriée dans ce Paris de carte postale, tel que les Américains aiment le représenter. Depuis la saison 1, il était question d'une telle apparition de la French First Lady. Brigitte Macron avait déjà été mentionnée d'ailleurs dans les dialogues des précédentes saisons. Elle avait fait savoir qu'elle appréciait la série. Pour l'anecdote, la production lui a pas imposé de costume, elle est venue comme elle était, et il paraît même qu'elle a un peu improvisé à partir du texte qui lui était soumis par la production d'Emily in Paris. La première dame a dit que finalement c'est pas elle qui avait sollicité, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la production qui l'avait sollicité. Donc voilà, c'est une apparition de quelques secondes. Oui, mais bon, comme la jeune actrice a dit oui, elle nous a demandé si elle pouvait, et donc l'Élysée a dit non, c'est pas nous en fait. Voilà, bon, on ne sait pas qui aura tort ou qui aura raison. Merci Félix Mathieu. Dans un instant, la suite de
des vraies voix avec notre grand débat du jour, le jeune motard de 19 ans impliqué dans l'accident qui a coûté la vie à la petite Camilla fin août reste donc sous contrôle judiciaire. Il n'ira pas en tout cas en préventive. Alors parlons vrai, est-ce que cette décision vous semble à la hauteur vu la gravité des faits? Est-ce que les peines pour les criminels de la route vous semblent à la hauteur? Et à cette question, le maintien en liberté du motard qui a tué Camilla vous semble-t-il justifié? Vous dites non à 87%. Vous voulez réagir? Datons vos appels au 0826 300 300. Et Sandrine Pégan est avec nous, avocate pénaliste. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que les magistrats ont finalement eu la main trop légère? Alors, je ne peux pas vraiment abonder dans votre sens parce qu'à partir du moment où je trouve que cette décision est juste, les magistrats ont eu entre les mains le dossier. Ils étaient 3 magistrats, contrairement au seul magistrat qui était le juge des libertés et de la détention. Donc là, déjà, c'est une décision qui est collégiale. Pour moi, cette décision, elle est juste dans le sens où c'est par rapport au dossier, c'est par rapport aux éléments des circonstances de l'espèce et par rapport à son casier judiciaire, sa personnalité. Donc voilà. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez donner votre avis, vous êtes les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix avec un petit tour de table, Philippe David, oui. de nos éditorialistes du jour pendant que je... Absolument, l'immense Philippe Bilger. Bien. La fantastique Françoise Debois. Ça vous écorche, ça vous écorche. Il faut le retenir, ça. Et le génial Benoît Perrin. Le génie. Merci. Ça vous a Alors, vous n'êtes pas une vraie voix et une experte d'ailleurs. Vous emballez pas, hein, il fait pas ça gratuitement. C'est gratuit avec Philippe David. Je vous envoie mon RIP par SMS. Entre autres. Bienvenue à tous, les vraies voix jusqu'à 19h, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Tête baissée, visage masqué, Mathéo B a fait face à la justice. La Cour doit statuer sur une possible détention provisoire du jeune homme de 19 ans et la levée de son contrôle judiciaire. Eh bien, le chauffard de 19 ans reste en liberté sous contrôle judiciaire. Le comportement de la justice, en fait, je comprends pas, en fait. Quand ton fils, il te demande le matin, il te dit « Mais papa, comment ça se fait qu'il n'est pas en prison ?» Qu'est-ce que vous lui répondez? La chambre d'instruction d'Aix-en-Provence a rendu sa décision. Le chauffard assure que sa roue arrière était involontaire. On vit dans 2 mondes différents entre la justice et le peuple. Et donc le procureur ne requiert pas l'incarcération du motard qui a causé la mort de Camilla. Il va donc rester en liberté. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de confirmer son contrôle judiciaire. Alors parlons vrai, est-ce que la justice n'a pas donné un mauvais signal au chauffard? Faut-il remettre sur la table le délit d'homicide routier qui avait été évoqué lors de la précédente législature? Et à cette question, le maintien en liberté du motard qui a tué Camilla vous semble-t-il justifié? Vous dites non à 87%. Vous voulez réagir? Datons vos appels au 0826 300 300. Et pour nous éclairer, Sandrine Pégan est avec nous, avocate spécialiste et pénaliste, bien entendu. Philippe Bilger, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'était avec plaisir. Ouais. le regard finalement du procureur sur ce sujet-là et du citoyen aussi. Alors je vais d'accord avec Sandrine, mais je regrette finalement. C'est rare. Oui, c'est rare. On peut le rappeler parce que ceux qui viennent de nous rejoindre n'ont pas entendu ça, ce qu'elle a dit juste avant la pub. Et je suis rarement d'accord dans l'appréciation des décisions judiciaires avec les avocats. Mais en l'occurrence, pour cette affaire, je peux comprendre la réaction immédiate, impulsive de la famille de la victime et même de certains citoyens qui se disent, sans rien connaître au dossier, j'aurais souhaité qu'il soit mis en détention. Mais quand on lit d'abord la première décision de contrôle judiciaire par le juge des libertés de la décision, elle est très précise et très détaillée. Et puis ensuite, la chambre d'instruction confirme cette décision de contrôle judiciaire d'une manière intéressante parce qu'elle répond à tous les arguments que le parquet aurait pu opposer à cette libération. Et de telle manière qu'en définitive, je suis obligé de dire que pour l'instant, cette décision de contrôle judiciaire n'apparaît pas du tout absurde. J'ajoute que si elle était violée, bien sûr, là, il faudrait que la justice réincarcère immédiatement il n'a jamais été incarcéré. Le mis en cause. Merci, cher Philippe, de m'apprendre la justice. Non, mais c'est une précision.
Voilà. Ça peut porter à confusion, en effet. Françoise Degouard. Moi, je pense que la justice, c'est pas la vengeance. C'est toujours le problème de ce genre d'affaires. Émotionnellement, c'est très fort parce que c'est une fillette de 7 ans. Ça nous touche profondément parce que c'est une petite fille. Mais sinon, il n'y a plus de gradation. Sinon, il n'y a plus de justice. C'est-à-dire, quelle est la différence entre Matteo qui fait une roue arrière, d'après ses déclarations, il ne l'a pas fait exprès, et qui n'a pas de casier judiciaire et qui est pas, qui est pas addicté, qui roule pas en état d'alcoolémie avancée ou de drogue avancée, et un autre qui est complètement qui a pas de permis, qui fait ça régulièrement. Donc il faut une gradation. C'est ça la subtilité de la justice. Je comprends la charge émotionnelle, mais la tendance collective qui est de juger émotionnellement et de transformer la justice en vengeance, eh bien, je pense que cette décision, elle est pas courageuse, elle est juste, tout simplement. C'est une décision de justice et il faut l'accepter comme telle. Benoît Perrin. Je suis vraiment complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, vraiment. Je trouve que on est dans une situation, finalement, on a quelqu'un qui est inséré, qui est étudiant, qui boit pas exactement, qui n'était pas sous emprise de drogue, qui a fait vraiment et qui a tué quelqu'un. Donc évidemment, c'est certain. Néanmoins, je pense, fait quasiment je crois qu'il a fait évidemment une énorme connerie, ça va de soi. Après, c'est un rappel pour tout le monde que parfois il y a des lois qu'on peut estimer liberticides, qui nous cassent les pieds, c'est-à-dire que notamment quand on va les limitations de vitesse, parfois on se dit ça m'embête. Les limitations, elles ont parfois un sens. Et le fait de ne pas contrevenir aux lois de la circulation, en fait, il y a des raisons de bon sens qu'on a parfois malheureusement tendance à oublier lorsqu'on conduit un véhicule, et ce fait divers dramatique, je crois, nous rappelle chacun nos responsabilités sur le fait de respecter des lois inspirées de bon sens. Que celui qui n'a jamais manqué d'avoir un carton parce qu'il répond à un SMS ou qui n'a jamais poussé sur le champignon, jette la première pierre. Appuyer sur le champignon et faire une roue arrière, c'est pas la même chose. Je suis désolé. Pardonnez-moi, je vous le redis. Je vous redis que l'impression d'entendre la mère de Naël en disant qui fait des roues arrière. Mais il y a plein de gens qui font des roues arrière, c'est pas le sujet. Vous allez sur la rue de Rivoli, maintenant vous avez les mômes qui font des roues arrière en vélo et qui roulent à 45 km/h. Mais je suis d'accord. C'est pas mieux que l'autre. Et quand tu réponds, peut-être que toi tu le fais pas, mais moi il m'est déjà arrivé de répondre à un SMS sur mon scooter. Voilà, je le dis, j'avoue, et c'est complètement nul. Donc on n'est pas, comment dirais-je, je le redis, la justice c'est pas la vengeance. Et donc jetons-nous d'abord la première pierre. Moi je trouve que c'est dramatique. Ce môme, il a sa vie, la famille a sa vie détruite, et ce môme, ce Matteo, il a aussi, crois-le bien, sa vie détruite. Il paraît que dans le quartier... Non, j'ai juste dit, vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui fait un texto et quelqu'un qui est en roue arrière. Si, mais bien sûr que si. Quand tu fais des textos sur l'autoroute et que tu roules à 180, là où toi tu dirais à 130... Mais vous prenez l'extrême. Mais c'est la vérité, t'as jamais poussé à 180 sur l'autoroute. À Vanoris, où ça s'est passé, il y a de multiples actions du même type. Oui, mais attendez, parce que là, si on revient ne serait-ce qu'un seul instant aux circonstances de l'espèce, lui-même, donc ce Matteo B, dit bien que la cabrure de sa moto n'était pas volontaire. Donc là, on est en train de dire que c'est lui qui a l'habitude, que c'est un délinquant de la circulation routière et qu'il adore faire les rodéos urbains, alors que c'est pas le cas. Lui, il dit... Oui, mais après avoir obligé de le croire. Excusez-moi. On est bien d'accord, l'enquête détermine. On n'entend rien. Mais je vous arrête, il y a article, je sais plus combien du code de la route, tout conducteur doit rester maître de son véhicule. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. Mais donc là, du coup, c'est pour ça qu'il y a une violation d'une obligation de sécurité. Et ça, c'est visé par l'instruction. Allez, 0826 300 300, Céline qui est avec nous, qui voudrait réagir. Rebonsoir Céline. Oui, bonsoir. Moi, je suis d'accord sur le fait que la décision de justice, elle doit être respectée, qu'elle me semble assez juste à partir du moment où c'est pas un multirécidiviste, etc. Et ce que je trouve intéressant, en effet, dans le profil du gamin en question, c'est qu'on pourra pas dire c'est un délinquant, et machin, il était drogué, il était truc, et que en effet, c'est une connerie de jeunesse qui coûte très cher à tout le monde. Donc c'est en effet stupide, mais ça rappelle effectivement que sur la route, il faut faire hyper gaffe. Après, le fait de dire que la roue arrière, que la moto serait cabrée par l'opération du Saint-Esprit, ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à le croire. Et il roulait quand même très vite avec une moto extrêmement puissante pour un gamin de cet âge-là. Donc ça aussi, c'est peut-être pas interdit, mais bon, les parents, faut aussi un peu
Avoir du bon sens avec un gamin de cet âge-là. De toute façon, il y aura peut-être des images de vidéosurveillance, de protection. L'enquête déterminera par la suite si en effet il roulait trop vite, parce que ça peut être aussi une autre circonstance aggravante de dépasser une vitesse supérieurement à 50 km/h. Donc là, du coup, il encourrait non pas 7 ans d'emprisonnement, si c'était une deuxième circonstance aggravante, mais 10 ans d'emprisonnement. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Benoît, parce que ça nous ramène à notre propre responsabilité. Je le redis, moi, je fais pas de roue arrière, j'en ai jamais fait. Mais je redis que nous avons parfois, je fais très attention, mais nous avons parfois des comportements dangereux. Alors, Cécile, vous êtes une as pour les gens qui ne savent pas, elle fait du rallye, elle est formidable, la Formule 3, etc. Mais il y a plein de gens, moi, ça me ramène à ma propre négligence parfois, que j'essaie, comment dirais-je, de maîtriser. Mais il m'arrive d'être très négligente au volant de mon scooter, au volant d'une bagnole. Je le dis, j'assume, mais j'avoue. Celui qui n'a pas été autour de cette table, jette la première pierre. François a raison en grande partie dans la mesure où il y a des infractions dont on est à peu près sûr qu'on ne les commettra jamais, alors que des infractions du quotidien, c'est plus rare. Oui. Non, mais je rappelle qu'entre faire un SMS que beaucoup de gens font à 30 km/h, à 180, on n'est pas du tout dans. J'ai pas du tout dit ça. Si, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous n'écoutez pas. J'ai dit, il m'est arrivé de faire des SMS ou de rouler à 180 km c'est pas dit et. Il m'est arrivé de faire des SMS ou de rouler à 180 km/h parce que j'étais à la bourre sur l'autoroute. J'ai pas dit et. Donc même à 30 km/h, je vous rappelle que même à 30 km/h sur un scooter, c'est hyper grave. Vous pouvez cartonner n'importe quel homme qui sort sur un passage piéton parce que vous êtes sur votre SMS. Un moment d'inattention et ça y est, vous tuez tout le monde et vous tuez vous. 0826 300 300 avec Serge qui est motard. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge. Oui, bonsoir. Oui. Écoutez, je viens d'écouter ce que vous disiez et c'est n'importe quoi. Non, pas du tout. Comment dire? Moi, qu'il ait été libéré aussi rapidement, je comprends que ça choque effectivement, même si à la base c'est un accident avant tout. Par contre, ce que j'aurais aimé dire, c'est que j'ai lu dans les médias qu'il serait arrivé sur la roue arrière en faisant une fausse manœuvre, en fait, une erreur de. C'est pas possible ça. Hein, on se met pas sur la roue arrière quand on veut pas. Ouais, non mais ça, je m'excuse, mais même avec une moto très puissante, on ne se met pas sur la roue arrière si on ne le veut pas. À un moment donné, ou alors faut vraiment être, je dirais, en train de passer le permis. Mais sinon, c'est pas possible. Et vous êtes le motard chevronné, vous êtes motard depuis longtemps. Je suis pas champion du monde, mais j'ai été adolescent, j'ai fait de la roue arrière comme tous les gamins en vélo puis en moto. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu d'accident. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous voyez des jeunes, quels qu'ils soient, sur une moto sur la roue arrière, ou des vieux d'ailleurs, peu importe, ni l'âge ni le sexe, on se met pas sur la roue arrière sans le vouloir. On le fait en une erreur de démarrage comme on cale avec une voiture, oui, et vous tombez sur le côté, mais pas à 30 ou à 50 à l'heure. Ça, c'est quelque chose à un moment donné qui a été voulu. Alors, ça c'est intéressant parce que quand on n'est pas motard, et j'avoue, je suis pas motard, je sais pas Cécile si vous avez le permis moto, mais on a l'impression d'entendre que finalement, il a fait une roue arrière à l'insu de son plein gré, ce qui est quand même surréaliste, vu ce que nous dit Serge. Juste, à un moment donné, peut-être que sa ligne de défense, elle sera contredite par rapport aux résultats de l'enquête, parce que donc si en effet, je sais pas moi, il y a des preuves comme quoi il a déjà été vu par des riverains en train de faire déjà des roues arrière, bon ben là le fait de dire voilà c'était juste un petit coup de gaz qui a fait que ma moto a cabré, bon ben là ça tiendra pas. Aujourd'hui c'est sa ligne de défense. Elle est bonne ou elle est pas bonne, peu importe. Toujours est-il que là la décision qui a été rendue, elle est par rapport au fait que ce n'était pas un délinquant de la circulation routière. En tout cas, il n'a pas été déjà condamné par rapport à ça. Il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants, il n'était pas sous l'emprise de l'alcoolémie non plus. Il avait un permis et en plus il est étudiant. Donc cette décision, elle est juste ne serait-ce que par rapport à ça. Et surtout en matière correctionnelle, il n'y a plus le trouble à l'ordre public. Oui, c'est ça. Je voulais poser cette question parce que à l'époque, parfois on incarcérait des gens parce qu'il y avait le risque de trouble à l'ordre public. Oui. Est-ce que là, vu l'émotion que ça a suscité, ça aurait peut-être pas été bien de laisser le trouble à l'ordre public dans le code pénal? Alors,
Oui, sauf qu'aujourd'hui, la situation est totalement différente puisque l'article 144 du Code de procédure pénale, pardon, je vous fais un petit cours de droit. Moi, je prends des notes. Je vous ferai une petite fiche après. Et une facture en même temps. On doit y aller. Excusez-moi, sécurité, merci beaucoup. Vous pouvez la prendre, elle est là. Oui, on m'appelle. Donc l'alinéa 7 ne vise que pour les affaires criminelles, c'est-à-dire que le trouble à l'ordre public ne peut simplement être visé que dans les affaires criminelles. Tout ce qui est correctionnel, et là, malheureusement, on est dans une affaire correctionnelle. Donc le seul retentissement médiatique ne peut pas résulter d'un trouble à l'ordre public. Donc de toute façon, là, actuellement, on peut dire ce qu'on veut et faire des claquettes. De toute façon, le droit ne le permet pas. Ça fait une grosse erreur de l'avoir supprimé, parce qu'en réalité, ça permettait trop facilement la détention provisoire. Allez, on retourne au standard, si vous permettez. 0826 300 300. Thomas est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir les vraies voix, bonsoir. Bienvenue, on vous écoute. Merci beaucoup. Voilà, moi j'interviens. Alors, pour votre petite information, je suis policier. Je pense que là, je vais pas me faire que des amis, même dans ma corporation. Finalement, je suis très très d'accord avec tout ce qui vient de se dire au niveau de la vraie voix. Voilà, on est sur un gamin qui fait visiblement une grosse connerie, irréparable. Ça va endeuiller des familles. Et voilà, son contrôle judiciaire a été visiblement respecté. Toutes les conditions édictées par le contrôle ont été reprises par le JLD, par le juge de liberté de la détention. Donc, en effet, il n'y a rien qui s'oppose à ce que cet enfant, ce jeune, soit remis en liberté sous contrôle judiciaire à nouveau, quoi. Et contrairement, par contre, à ce que disait votre interlocuteur précédent, je suis motard également. Il m'est arrivé de faire des roues de manière involontaire. Ah, c'est intéressant, voilà. Ça. C'est-à-dire même à grande vitesse, Alors, non, à petite vitesse. J'étais à très très petite vitesse, quasiment à l'arrêt, énervé par la colère, comme on dit, d'avoir calé plusieurs fois auparavant. J'ai mis un grand coup d'accélérateur, lâché l'embrayage, la roue est partie. Et heureusement, j'étais vraiment dans un endroit totalement safe, sauf pour moi, parce que dans ces circonstances, voilà. Mais voilà, ça peut arriver. Et Matteo a également déclaré que sa moto était bridée, mais qu'elle était très nerveuse. Et ça, il le reconnaît aussi. Alors, est-ce que du coup, en donnant un petit coup de gaz, est-ce qu'en effet, on peut arriver à ce que la moto se cabre ? Alors, c'est quoi comme moto sur laquelle il circule ? C'est ce genre de motocross qui circule partout à travers les villes, ou c'est vraiment une moto routière ? Je ne sais pas du tout, moi. Je ne sais pas. Moi, je vous dis, si c'est un cross type 250 qu'on voit un petit peu partout dans les rues, qui sont complètement interdites de circuler, d'ailleurs en agglomération si elles ne sont pas immatriculées, je vous dis, oui, ça cabre facilement. Ça capte très très facilement. De toute façon, visiblement, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne connaît pas totalement, donc c'est difficile de juger. Merci beaucoup, en tout cas, Thomas, de nous avoir appelé. Merci Serge. Merci Céline d'avoir été, d'être notre vraie voix du jour. Vous restez avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On va garder Sandrine. Oui, c'est une zone de non-droit, le qui c'est qui l'a dit. Et ça cabre. Je ne sais pas si ça va me plaire. Alors, du coup, on a tous des rivaux à chaque fois. À côté de vous, il y a le Al Capone du qui c'est qui l'a dit. Alors tout à l'heure c'était le Alain Delon, maintenant c'est Al Capone. D'accord, je me suis à plusieurs casquettes. C'est plus plausible d'un côté que de l'autre. Allez Céline, vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus, c'est les vraies voix jusqu'à 19h donc. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Étant donné que nous sommes entre personnes de bonne constitution, civilisées... Normalement civilisées. Je tiens à remettre les Vous avez de l'humour ce soir. À remettre les règles avant cette séquence. Le vernis de la civilisation va sauter, je vous le dis tout de suite. Déjà, la base de la civilisation, c'est de laisser parler les gens quand ils parlent, Françoise. C'est vrai. Bam. Et ouais, c'est ça. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois avec Benoît Perrin. Et puis nous avons gardé Sandrine Pégan qui est avec nous. Merci beaucoup d'être restée avec nous. Et avec Céline qui est avec nous à l'antenne. Ça va Céline ? Parfaitement. Est-ce que vous pouvez... dans les starting blocks. Elle est excellente, je sens qu'elle est excellente. J'aime ce petit ton. Vous pouvez lancer le jeu ? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Elle allait le faire, Marie, notre réalisatrice, vous lui avez coupé la chic. On va le refaire. Céline, lancez le jeu. C'est qui l'a dit, c'est parti. C'est mignon. Magnifique. Allez, on démarre tout de suite avec 3 points. Qui c'est qui l'a dit ? À vouloir 100% de quelque chose, on a eu 100% de rien. Céline. Et après les Céline.
L'embaucha. On aide, il a été appelé. Il a été supposé à Matignon. Non, c'est bon, ouais. Bah, Françoise. Céline. Karim Bouamran. Bonne réponse. Très très forte. Le maire TS de Saint-Ouen, exactement. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, Céline? Bruno Le Maire a creusé le déficit comme jamais à la pelleteuse. Éric Zemmour. Non. Charles Courson. Non, c'est pas le même bord. C'est Jean-Luc Mélenchon. Bompard, Bompard. Non. C'est pas le gars de l'ORU, non? Non, c'est pas ça. C'est un député. Il ne fait plus partie. François Ruffin. Bonne réponse. François Ruffin. Incroyable. Moi. Ouais, c'est ça. 6 points. Et puis c'est c'est 3 points à chaque fois? Ah, c'est bon, ça dépend les questions. Ok. Qui c'est qui l'a dit 2 points? Les LR sont des bourgeois qui considèrent que tous les autres sont arrivés ici par effraction. Ils veulent des chauffeurs, des voitures, des titres. Céline. C'est chouette, ça j'aime bien. Non, c'est un LFI. Non. Ça vient du Rassemblement National, ça. Oui. C'est Chenu, non? Bonne réponse, Sébastien Chenu. Sébastien Chenu. Dis donc, elle est On douée. demande, s'il vous plaît, contrôle antidopage. Oui, ça serait bien. Qui c'est qui l'a dit? Il reste encore 4 minutes de votre calvaire. On fait tout. Alors, 4 minutes 30. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Qui c'est qui l'a dit sur le gouvernement Barnier? Si jamais je suis contacté, je regarderai sans sectarisme. Céline. Annie Genevard. Non. Ségolène Royal. Bonne réponse de Françoise. Non, mais c'est pas possible, elle connaissait les questions à l'avance. Elle connaît Ségolène. Non, je lis un peu les. Voilà, c'est ça. En même temps, c'est que des gens de gauche. Reconnaissez-le. Non, Chenu, non. Non, c'est vrai. bah non. Tu peux pas aller au bout de la mauvaise foi. Tu es à un stade de mauvaise foi où tu ne peux pas passer, en fait. Tu Écoute, vois, je crois qu'il avait candidaté pour être quand même sur la liste d'Anne Hidalgo en 2014. Mais à vérifier. n'importe quoi. On continue le qui c'est qui l'a dit. Allez, on y va, puisque Céline voudrait gagner. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Ségolène Royal disponible pour entrer dans un gouvernement. C'est à peu près tous les 6 mois. Je sais. Céline. Hollande. Non. Laurence Rossignol. Bonne réponse de François. Laurence Rossignol. Vous nous en laissez un peu. PS. On peut faire les Excusez-moi, est-ce qu'on peut regarder Philippe Bilger qui est résigné? Il y a une gloire du rien. Et rappelez-vous, lundi et mardi. Oui, c'est vrai, vous avez gagné. gagné lundi à 1 point, vous avez gagné. Je me venge de vous. Et on m'avait grugé. Non, je n'ai rien grugé, donc s'il vous plaît. je vous Mais là, vous écrase ce êtes soir. remarquable. Je vous écrase ce soir. Personne ne vous dispute la victoire. donc Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Michel Barnier a le gaullisme dans l'ADN. Céline. J'ai éclaté de rire. Ancien Premier ministre. C'est pas Raffarin. Attendez. Raffarin. On vous met les points parce qu'on est magnanime. Philippe Bilger, vous avez 3 points. Jean-Pierre Raffarin, effectivement. Il est mérite C'est en une même nouvelle temps. raffarinade. Est-ce qu'on peut faire le total, s'il vous plaît? 14, 3 et tout le monde 0. Ce qui est dingue, c'est qu'on vous assume, donne on assume. le point parce qu'on est machin. Il a donné la bonne réponse, Philippe. Ben non, parce que Céline n'avait pas eu le temps de réfléchir. Ah ben si, mais j'ai senti qu'elle ne répondait pas. Non mais alors, est-ce que tu as vu le tropisme de deux minibus avec Bilger? C'est dingue. Mais comment Toujours à le Françoise peut avoir protéger, 14 points? Parce que je qu'elle a suis marqué 14 intelligente. points. Bizarre tout de même. Parce que Philippe met des questions à 14 points maintenant. Il dit, je sais pas pourquoi. Allez, Céline, 1 point. Non, 3. Ah oui, pardon. Mais de quoi je me mêle? Allez-y comme vous voulez. Oh, Allez-y. mais je fais ce que je veux, non? Pardon, oui. C'est vous le patron? D'accord. Je peux assurer votre défense aussi. Alors, 1 ou 3? Vous cherchez des clients. Toujours. Qui c'est qui l'a dit? Allez, 3 points. 30 fake news de Donald Trump en 90 minutes, un peu moins pour Kamala Harris. On est des petits joueurs à l'Assemblée nationale. Céline. Aucune idée. Olive. Bonne réponse de Philippe Bilger qui entame sa remontada. On peut en avoir 3 ou 4 6 points pour Philippe Bilger. Tout ça parce que t'as mis 3 points. Elle était Attention, drôle vraiment. celle-là. Qui c'est qui l'a dit à 1 point? Qui c'est qui l'a dit au député macroniste? Je ne vous demande pas un chèque en blanc. Céline.
Bruno Le Maire. Non, elle a été plus rapide. Non, mais. Pour un point, tu me le donnes? Non, oui, je te le donne. Allez, vas-y. Merci. Voilà, et tu me le mets aussi. C'est pas ça. 0,5. C'est ça. La générosité. Voilà, le don continue. Voilà. Attendez, on vous entend pas. Les questions, qui c'est qui l'a dit? C'est à un point. Oui, mais c'est dommage qu'on comprenne pas ce que vous dites. On rigole comme des baleines, c'est tout. Justement, Céline parle. Si la proposition m'en était faite, certainement j'accepterais d'être ministre de l'Éducation nationale. Annie Genevard. Bonne réponse de Céline. C'était ce matin sur Fun Radio. Très forte, elle est très forte. One point. Allez, encore une petite. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Je regrette que la direction de mon parti n'ait pas souhaité afficher son soutien à Bernard Cazeneuve. Céline. On vous aide. C'est une présidente de région pas très loin de chez vous. Carole Delga. Ah non, c'était à Céline de répondre. Mais il a été plus rapide. Fais-moi. Pardon, mais non, j'ai l'impression que c'était encore. Céline, est-ce que vous aviez la réponse? Honnêtement. Non, allez, honnêtement. Bon, alors, Degois à Françoise Degois. Ah ben non, c'est moi qui l'ai dit dans le premier. Non, elle a... Sandrine, si je peux endosser le rôle de l'arbitre. Françoise a d'abord donné les premières syllabes et vous avez donné la suite. Non, c'est moi qui ai donné la suite. C'est moi, j'ai dit Delga. Françoise a dit Caroline. Non, j'ai pas dit Caroline, c'est n'importe quoi. Non mais franchement, t'es un voyou. La parole est à la défense. Philippe Bilger. Voilà. J'ai dit Caroline Delga, j'ai gagné. Non, elle s'appelle pas Caroline Delga, elle s'appelle Caroline Delga. On devient fou. Est-ce qu'on peut faire les comptes, s'il vous plaît? Écoutez, je vous mets les 2 points, Françoise. Vous voyez ma baguette. 16 points pour vous. 6 pour Philippe Bilger, 1 pour Céline, 1 pour Benoît Perrin. Et ma chère Sandrine, désolée. Ah oui, non, merci Céline. Je travaille trop dans les tribunaux. Et à quel titre vous donnez les 2 points? Parce qu'elle a été plus rapide que vous. Bon bref, on verra. C'est pas grave. On verra ça plus tard. J'ai dit Carole Delga. Céline, merci beaucoup. Vous lui faites une peur bleue. S'il vous plaît, merci beaucoup Céline d'avoir joué avec nous. Je vous en prie, vous êtes trop fort. On vous embrasse. C'est bien de le reconnaître. Ouais. Allez, on revient dans un instant avec le coup de projecteur, pas du tout, avec le coup de gueule de Philippe David. De quoi parle-t-on? Un coup de gueule sur l'électricité, tiens. Eh ben tiens donc, on y va. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Benoît Perrin de Contribuables Associés. Et dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, c'est très simple, électricité, préparez vos chéquiers. Et ben voilà, en attendant, vous nous laissez des messages sur le 0826 300 300, on les écoute. Je voulais intervenir sur le direct, là, sur les dépenses publiques qui se passent, ces chiffres colossaux qu'on entend, et quand on voit notre monde agricole qui est en train de prendre un système comme un désert, où on perd des volumes agricoles, où les revenus n'y sont pas. Donc je trouve qu'on ait laissé un peu, après cet hiver, un peu de manifestations et de rassemblements, le monde agricole, malgré l'inflation qui a touché beaucoup le monde agricole, on est laissé un peu sur le côté, on parle plus de nous, on est rentré dans la masse du grand public. Donc je trouve un peu attristé qu'on laisse tomber la première puissance de production pour nourrir les hommes sur le territoire qui est en train de disparaître. Voilà. Et ce message, finalement, Philippe Bilger, ils ont pas tort, quoi. Les journalistes, les agriculteurs, on n'en parle plus aujourd'hui. On n'en parle plus parce qu'on a cherché un petit peu à répondre à leurs demandes, ou est-ce qu'on les a complètement oubliés? Là, il me semble que j'ai l'impression, dans les tréfonds, dans l'opinion, ils ne sont pas oubliés, me semble-t-il. Mais bon, Françoise Degois. Moi, je pense qu'on les a oubliés parce que les caméras sont parties, parce qu'il n'y a plus le salon de l'agriculture, parce qu'ils ont perdu leur capacité de mobilisation. Quand vous faites le tour des agriculteurs qu'on connaît, bien sûr que la PAC a été versée un peu plus vite, qu'il y a eu quelques petites aides à la marge, mais la réalité, c'est que structurellement, rien n'a été réglé, notamment le rééquilibrage de la valeur, des prix entre les grandes surfaces, la grande distribution, et la transformation alimentaire. Donc, moi, j'entends ce coup de gueule, c'est-à-dire que il faut toujours une crise maximale, il faut toujours qu'il y ait quelque chose, un drame, pour que, à nouveau, l'opinion s'intéresse au monde agricole, et j'en suis désolé. Alors, peut-être avec Michel Barnier, alors voilà, l'ancien ministre. L'homme de
situation, c'est presque Michel Barnier. Ouais. Parce que je rappelle qu'il était justement, on en parlait tout à l'heure, sous Chirac, ministre de l'Agriculture. Donc on peut espérer, en tout cas, et commissaire européen, alors c'était au marché intérieur. Oui. Donc on peut espérer qu'ils auront un interlocuteur qui les écoutera. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, je suis d'accord avec Françoise, qu'en fait, à moins de bloquer tout un pays, il est difficile d'être entendu aujourd'hui en France. Sur Michel Barnier, je mets des bémols parce que j'ai eu l'occasion quand même de travailler beaucoup à la Commission européenne, mais c'est l'homme des marchés, hein, Michel Barnier. Michel Barnier, c'est l'homme aussi, d'une certaine manière, des marchés, de la FNSEA, ancienne école. Et je rappelle que dans ses premières prises de parole, il n'y a pas une seule fois l'agriculture dans ses mots. Il y a les hôpitaux, il y a l'immigration, etc. Mais le monde agricole n'y est absolument pas. Le mythe de Michel Barnier, grand ministre de l'Agriculture, ça n'est pas vrai. Allez, on revient dans un instant, on fait une petite pause avec le coup de gueule de Philippe David. On va parler de l'électricité. Oui, vous pouvez préparer vos chéquiers parce que manifestement, une nouvelle taxe devrait arriver. Eh ben voilà, ça. Merci pour cette belle nouvelle. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix de Sud Radio avec Cécile de Ménibus, bien évidemment, et nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Benoît Perrin. Ça va, c'était joliment dit. Ça manque de qualificatifs quand même pour chacun d'entre nous. Oui, on a bien aimé tout à l'heure. Moi, j'ai préféré la présentation tout à l'heure. Il fait toujours la même chose. Oui, mais c'est équilibré, là, c'est bien dit. Oui, et puis c'était... Alors s'il était imaginatif, il ferait Benoît, bof, Philippe, voilà, Françoise, voilà. Moi j'adorerais ça, il serait disruptif un peu. Oui, le type, il est toujours là où on l'attend. Là c'est étonnant. Il est obséquieux, complètement obséquieux, c'est incroyable. Ça c'est l'obséquiosité, ça confine au génie chez vous. Hein, ouais. Merci. Peut-être que dans son coup de gueule, ce sera un génie. Écoutez. Je suis d'accord. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et pousser un coup de gueule contre une nouvelle taxe qui pourrait voir le jour. Vous vous souvenez, la grogne contre les tarifs de l'électricité qui flambait il y a quelques mois, une hausse due en grande partie au marché européen de l'électricité dont la France, contrairement à l'Espagne et au Portugal, n'avait pas eu la bonne idée de se retirer. Eh bien, la grogne risque de revenir avec une nouvelle super taxe qui plane sur les producteurs d'électricité au point d'être surnommée taxe EDF, une taxe imaginée par le gouvernement démissionnaire mais qui pourrait voir le jour vu l'état de nos finances publiques. Une taxe à laquelle seraient soumis les producteurs d'énergie en France pour les centrales supérieures à 260 MW, en clair avant tout pour EDF, qui n'en a franchement pas besoin, sa dette fin 2023 étant de plus de 54 milliards d'euros. Une taxe que l'énergéticien ne pourra pas absorber puisqu'elle pourrait atteindre 3 milliards et qui sera donc inéluctablement répercutée aux usagers. Regardez d'ailleurs vos factures et vous verrez que le montant des taxes diverses et variées qui avec l'abonnement, peut dépasser le montant d'électricité consommée. Vu ainsi, va-t-il falloir importer de l'électricité plutôt que de la produire en France pour éviter cette taxe? À l'heure de la volonté de réindustrialisation et de baisse du déficit commercial, ce serait cocasse. Bref, préparez vos chéquiers pour payer votre électricité si cette taxe voyait le jour. Bravo aux équipes de Bruno Le Maire pour leur créativité et qui donne, 95 ans après sa mort, raison à Georges Clémenceau qui disait « La France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts ». Je transmets le courant à Benoît dans ce domaine. Votre indignation me paraît tout à fait justifiée. Je vous crois sur parole à chaque fois, mais bon... Bon une nouvelle taxe, une nouvelle taxe pour les entreprises et on sait très souvent que une nouvelle et justement peut-être qu'elle sera de toute façon exactement c'est ce que j'allais expliquer, c'est que des taxes pour les entreprises c'est toujours en tout cas quasiment systématiquement un prix qui augmente pour les particuliers. Donc cette obsession de taxer les entreprises qui est politiquement plutôt bien vue. On dit les entreprises ont beaucoup d'argent. Je rappelle que EDF a pas fait une année dernière extraordinaire. Donc politiquement c'est toujours bien vu. On taxe les entreprises, mais c'est oublier que les entreprises ayant peu de marge, et c'est le cas d'EDF, et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répercuter ça et c'est donc du coup le consommateur final qui va payer. Et c'est encore une fois, alors qu'on sait que le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure des Français, un moyen de matraquer une nouvelle fois les Français. Et je rappellerai dernier chiffre que la France est championne d'Europe des impôts, à peu près entre 45 et 48% de prélèvements obligatoires sur le PIB. C'est monstrueux, ça continue de monter. C'est vraiment embêtant. On attendrait plutôt que l'État fasse des efforts de baisse de la dépense publique plutôt qu'à longueur de temps chercher à augmenter ses recettes sur le dos des Français.
Moi, de toute façon, les caisses sont vides. Hein. On est clair. On peut pas tondre neuf. Donc, ces taxes arrivent. On me met dans l'oreille que Bercy réfléchit, ça probablement que Benoît le sait, à une taxe éventuellement sur le bas de laine des Français, c'est-à-dire une ponction exceptionnelle. J'ai un prélèvement exceptionnel sur notre bas de laine parce que les Français, ce n'est pas mon cas, hein, je vous le dis tout de suite, mais en tout cas, les Français sont assis sur un tas d'or d'épargne. Et donc, on a EDF, et je pense que vous allez avoir probablement au moment du budget, tirer à crier sur, mon avis, ce prélèvement exceptionnel qui nous pend au nez parce que de toute façon, il n'y a plus d'argent, tout simplement. Donc voilà, il n'y a plus d'argent, et l'argent, il n'a pas été dilapidé non plus bêtement. Quand moi je critique très souvent Emmanuel Macron, le seul moment où je l'ai pas critiqué, c'est sur l'Ukraine internationale et sur le quoi qu'il en coûte. Ce que la France a réussi à faire et ce que la France a fait pour sauver ses entreprises au maximum. Écoutez, on peut pas lui faire ce reproche-là. Voilà, on peut en faire des milliers d'autres, mais pas celui-là. Le Covid, c'est un tiers de l'augmentation de la dette pendant le quinquennat Macron. C'est énorme, mais ce n'est qu'un tiers. Donc les 2 tiers, il est quand même responsable. Ouais, d'accord, mais un tiers, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a fait des trucs en France, les Italiens ont fait pareil dans une moindre mesure, les Allemands aussi. Enfin, tous les gens qui pratiquent l'État-providence, je le redis inlassablement, ces dirigeants qui ont pris cette décision-là ont sauvé 62 millions d'emplois en Europe. Donc moi, je veux bien qu'on refasse l'histoire. N'empêche que la copie rendue par Bercy au moment du Covid, on en paye probablement le prix, mais c'était une copie parfaite. Voilà, mais enfin les Allemands, effectivement, ils sont aujourd'hui à 65%. Oui, mais de les dette. Allemands, on est à 110. Mais ils ont d'autres difficultés. Et alors qu'ils ont beaucoup dépensé pendant le Covid aussi. Mais beaucoup moins que nous. Sauf que les Allemands, une fois que la crise était terminée, ils sont revenus à des niveaux de dépenses publiques acceptables, alors qu'en France, c'est toujours la même histoire. Mais il faut arrêter avec on a un niveau important. On a une crise. On monte un peu, on descend jamais. Soyez sympathiques sur l'Allemagne. Il y en a marre du modèle et du caractère inexpugnable de l'Allemagne. L'Allemagne est en train de s'effondrer. Volkswagen est en train de fermer ses usines. Qu'est-ce que vous racontez ? À cause des sujets d'énergie, justement. Parce que justement, ils ont abandonné le nucléaire. Et du coup, ça coûte très cher aux usines. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. C'est juste pas possible. Allez, les amis, embrassez-vous. Tout va bien. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, je t'aime, je t'envoie des bisous. Bon, les amis, le tour de table de l'actu des vraies voix, parce que c'est encore une occasion de se disputer. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, votre tour de table, c'est sur les pathétiques derniers jours de Cesare Pavese avant son suicide. Oui, j'ai toujours beaucoup aimé Pavese, qui a une faiblesse de la nature, comme il y a des forces. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les faiblesses. Pierre Adrian vient de sortir un très beau livre qui s'appelle Hôtel Roma, où il parle évidemment énormément de Pavese et de ce destin qui était obsessionnellement attiré par le suicide qui a été commis sur lui-même le 27 août 1950 à l'Hôtel Roma, un dimanche, en abusant de somnifères. Je pourrais en parler pendant 1 heure, ma chère Cécile, mon cher Philippe. C'est un peu long. Mais non, mais c'est un sujet magnifique et un être qui, depuis le début, a eu cette difficulté dans le métier de vivre et qui, pour plusieurs raisons, des difficultés personnelles et intimes dans le rapport avec autrui, dans le rapport amoureux, une sorte de nostalgie de la vie paysanne dévastée par l'urbanisation et l'industrialisation, un grand écrivain et à 42 ans il disparaît. C'est vraiment les pathétiques derniers jours où il fait des appels au secours mais où il ne rencontre personne dans ce Turin déserté, c'est assez tragique. Tragique. Oui. Je suis d'accord, mais c'est sa tendance de vie aussi. Elle accompagne souvent des grands génies. Mishima se passe par le fil de l'épée. Évidemment, vous avez évidemment, comment dirais-je, cette attraction. Je pense à Horowitz, qui est probablement l'un des plus grands interprètes de piano de l'histoire de l'humanité, avec Martha Argerich. Horowitz a passé toute sa vie à penduler et toute sa vie à être tenté par cela. Donc il y a une forme aussi, c'est terrible ce que je vais dire, mais il y a Pavese est un grand écrivain.
pas le plus grand pour moi italien, mais il y a aussi, la rançon aussi, c'est pour ça aussi qu'il écrit si bien, parce qu'il a ce mal-être. La question du suicide, je suis d'accord avec vous, c'est une question fascinante. C'est pourquoi à un moment donné on décide qu'on en termine avec la vie, de quelle manière. Depuis le début, mais bien sûr, mais Horowitz aussi. Il y a une pulsion de mort très forte, un lien à la vie qui est beaucoup plus compliqué, mais c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un sujet qui nous a... Vous savez pourquoi Stromae, sa chanson L'Enfer, a été vraiment vue des millions de fois? Parce qu'il ne fait qu'indiquer ce qui peut éventuellement nous arriver à tous, cette envie d'en terminer, tout simplement. Un mot, Benoît Perrin. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, on se demande, il y a beaucoup d'artistes qui ont une espèce de mal-vivre, et c'est peut-être justement parce qu'ils sont malheureux que ce sont des génies, y compris des génies de l'écriture. Et c'est toujours évidemment, toujours agréable de voir qu'il y a des romans qui sont faits sur des personnes qui ont marqué le siècle. C'est bien. Ces derniers mots sont admirables, je trouve. Je pardonne à tous, qu'on me pardonne, assez bavardage. On passe au tour de table de Benoît Perrin. Vous voulez lancer un appel au nouveau Premier ministre? Alors exactement, j'ai une demande à faire au Premier ministre, surtout, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Michel Barnier, ne cédez pas à la rue, c'est-à-dire ne cédez pas sur la réforme des retraites. Alors, 2 mots de contexte qu'on connaît tous. Nouveau dérapage déficit qui va cette fois-ci être aux alentours des 5,6%. 5,1% était prévu en 2024. Donc, il faut trouver de l'argent. Il faut trouver à peu près 20 milliards d'euros par an pour revenir à peu près à 3% de déficit qui sont les normes européennes d'ici 2027. Donc ce sont des sommes qui sont quand même colossales, avec des cordes de rappel qui viennent évidemment de l'extérieur et qui nous rappellent en fait en quelque sorte au bon sens. L'Union européenne, on sait qu'on est sous procédure pour déficit excessif. On a les agences de notation qui vont nous noter d'ici quelques semaines, c'est-à-dire très concrètement mi-octobre. Et puis on a évidemment les marchés qui ont été rassurés par la nomination de Michel Barnier. Alors les marchés, on est très dépendant d'eux, on le sait, puisqu'on est obligé d'emprunter des sommes colossales, mais vraiment colossales tous les ans pour financer la dette, pour financer nos déficits. Quand je parle de sommes colossales, ça va parler à Philippe, on doit à peu près emprunter 280 milliards cette année, c'est 28 fois le budget de la justice. Tous les ans, sur les marchés, on doit trouver 28 fois le budget de la justice. Donc c'est monstrueux. Emmanuel Macron, il a fait des rabots sur un certain nombre de dépenses, et c'était nécessaire. Il a mené une seule réforme structurelle, c'est la réforme des retraites. Et là, on voit qu'il peut y avoir une abrogation de cette réforme des retraites, parce qu'en fait, très concrètement, si on ajoute les voix de LFI et les voix du Rassemblement national, on arrive à 319 voix. Comment ça, les voix de LFI? Du nouveau Front Populaire. Du nouveau Front Populaire, pardon. Mais c'est pas LFI. Excusez-moi, du nouveau Front Populaire et du Rassemblement national. On arrive à 319 députés. C'est insupportable. Vous avez raison. Mais je l'ai corrigé en premier. Ça a été fait. Bravo. Et donc, du coup, on peut se retrouver avec une abrogation, parce qu'il faut 289 voix pour avoir la majorité absolue. Et donc, je donne une seule demande à Michel Barnier à lui faire, c'est surtout ne revenez pas sur cette réforme qui est vraiment génératrice d'économies très importantes, 8 milliards par an et ensuite 14 milliards par an à partir de 2030. Donc c'est une réforme fondamentale, c'est une réforme structurelle. On sait que les syndicats vont se mobiliser dans quelques jours pour justement demander l'abrogation de cette réforme. Cher Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que vous alliez faire preuve d'ouverture, faites preuve d'ouverture sur beaucoup de sujets, mais s'il vous plaît, ne revenez pas sur la seule réforme efficace d'Emmanuel Macron en termes de finances publiques. Si on décidait de ne pas l'abroger, Benoît, quels seraient les points que vous accepteriez de voir révisés ou modifiés? Alors il y a toujours un sujet sur sur l'âge, vous savez, le fameux 64 ans. C'est-à-dire que on sait qu'il y a certainement des imperfections, notamment sur les carrières longues, qui sont finalement les victimes de cette réforme-là. Donc oui, on peut peut-être réfléchir à trouver des aménagements. Maintenant, sur l'âge de départ à la retraite, qui est donc de 64 ans, je pense qu'il faut pas y toucher, parce que c'est c'est un des objectifs de la France, un des problèmes de la France, c'est d'avoir un taux d'emploi assez faible par rapport à ses voisins. C'est-à-dire 68% des gens en âge de travailler travaillent en France. La moyenne européenne est plutôt aux alentours de 74%. Et le fait de reculer l'âge de la retraite, on le sait maintenant, ça prolonge d'autant l'emploi des seniors dans les entreprises. Donc plus on repousse l'âge de la retraite,
plus les entreprises ont tendance à garder les seniors dans les entreprises. Donc, faut surtout pas y toucher. Je pense que cette dérogation, écoutez, l'abrogation de la retraite, elle est majoritaire dans le pays pour de très bonnes raisons. Et d'abord, vous savez très bien, il faut pas être de mauvaise foi que elle ne rapporte pas autant que ce qu'on a pu le dire. Cette réforme structurelle d'Emmanuel Macron, elle est majoritaire, l'abrogation dans le pays et à l'Assemblée nationale. Et c'est pas ça. Vous avez aussi des gens de droite qui vont voter pour l'abrogation. Donc bien sûr que avant même la question du budget, Michel Barnier, il a le mur des retraites. On les a chassées par la fenêtre, par la porte. Elles reviennent par la fenêtre et c'est normal. Quand vous avez des millions de gens qui vous disent tous ensemble, on est monté à 88% d'approbation, y compris dans les rangs des électeurs d'Emmanuel Macron, y compris chez les cadres supérieurs. Quand vous avez 88% d'un pays qui vous dit ne le fais pas, sois sympa, retravaille le texte et que tu continues et tu t'entêtes, eh bien il va arriver ce qui va arriver, elle sera abrogée, ce sera heureux. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant avec Françoise sur la disparition de Didier Roustan. Ça nous fait mal. Qu'on a appris ce matin. Mal. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours, ça devrait être prescrit par les médecins, moi je vous le dis, c'est sûr, remboursé par la sécurité sociale. Mais bien sûr, voilà. Prenez une dose de 2 heures par jour et l'amour toujours, voilà ce que j'ai envie de dire. Philippe Bilger, Françoise Degois et Benoît Perrin sont avec nous aujourd'hui jusqu'à 19h. Dans un instant, l'info plus de monsieur Félix Mathieu. Félix. La taxe foncière, j'ai du mal à le dire. La taxe foncière. Ça fait mal, hein. Oui, je comprends. Allez, tout de suite, on retourne avec Françoise Degois sur le tour de table de l'actu des vraies voix et on vous fait écouter un son. Écoutez. Vous regardez pas Téléfoot ? Ah non. Téléfoot, ça a été une histoire d'amour parce que j'ai grandi avec Téléfoot. Je suis arrivé à TF1 en 76. Téléfoot est né en septembre 77. Et c'est là où j'ai appris mon métier, où je me suis réalisé, entre guillemets. Je l'ai quitté en 89. Donc ça a fait 12 ans, j'ai fait 13 ans de TF1, 12 ans de Téléfoot. Et à partir du moment où je suis parti, ça a été une rupture assez violente, même si c'était mon choix. C'était bien sûr, c'est Valérie Expert et Gilles Gansman, Didier Roustan. Ah oui, moi j'arrive même pas à croire qu'il est plus là en fait, Didier Roustan. Ça m'a bouleversé cette mort parce que ça a été très très rapide, une maladie fulgurante contre laquelle il a lutté. Moi j'aimais infiniment Didier Roustan, je me régalais parce que c'était pas simplement du sport, Didier Roustan, c'était une façon de parler du sport, une délicatesse avec cette passion qu'il avait pour Maradona et cette amitié en fait qu'il avait pour Maradona. Ils avaient mangé ensemble des acedos, vous savez ce fameux barbecue argentin. Et puis il avait une vraie culture, Didier Roustan, ça n'était pas que un type qui parle de football, il parlait de la vie, il parlait de littérature, il parlait de musique, il avait une culture colossale. J'adorais, vraiment j'ai les larmes aux yeux parce que c'est tellement rare ce type de journaliste qui est capable d'allier tout cela. Je regarde les messages sur les réseaux sociaux. Ce soir, l'équipe du soir d'Olivier Ménard va faire une spéciale. Regardez-la à partir de 23h pour Didier Roustan qui était président à vie de cette équipe. Regardez les réseaux sociaux, on n'arrive pas à trouver une personne qui dit quelque chose de négatif. Cet homme avait une ouverture de vie, né au Congo, à Brazzaville, bourlingueur, une humanité. J'arrive même pas à croire que j'ai allumé l'équipe du soir et que je verrai plus Didier Roustan. Ça me fait mal, vraiment. Vous le connaissiez bien? Non, je le connaissais pas, mais je l'avais croisé 2 fois et puis il m'avait envoyé son livre, le puzzle dont j'avais parlé ici, qui était génial. C'était l'histoire de sa vie et on avait beaucoup échangé en SMS tous les deux. Il y a un truc chez ce type, une humanité à nul autre pareil. Vraiment, ça me fait du chagrin. Benoît Perrin. Pour les amateurs de foot dont je suis, moi j'ai découvert le foot par la Coupe du Monde 1994 et c'est lui qui commentait. Et c'est vrai qu'avec la mort de Thierry Roland, la mort de Eugène Sacomano, pour ceux qui l'ont connu, un type extraordinaire aussi, très cultivé. Et Thierry Gilardi aussi. Et Thierry Gilardi, c'était mon quatrième. C'était mon quatrième. Mais ce qui est extraordinaire, je trouve, parce que le foot de loin, si on n'aime pas ça, on peut se dire il y a pas trop d'intérêt. Et je trouve que Roustan, il arrivait vraiment à intellectualiser quelque chose dont on peut se dire, finalement, comment on peut parler intelligemment d'un sport. Et lui, il y arrivait, ce qui est quand même assez rare. Et puis effectivement, il parlait de foot, mais il parlait aussi. C'était l'Iliade et l'Odyssée, en fait. Et puis il était toujours un peu décalé, à la fois par ses habits. Enfin, c'était quelqu'un qu'on remarque. Et quelqu'un très beau. Oui, très beau quand il était jeune. Et qui adorait le beau football. Il adorait les grands joueurs. Et pour ceux qui aiment le foot, c'était un peu notre famille, bien sûr, Didier Roustan. Bien sûr, on embrasse ses amis et sa famille. Merci François.
Françoise, pour ce mot. Allez, l'info plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et elle arrive en ce moment même. Des propriétaires reçoivent leur avis de taxes foncières et certains s'en agacent. Bah oui, surtout ceux pour qui ça a augmenté, c'est-à-dire quasiment tous. En fait, déjà au niveau national, le montant de la taxe foncière est indexé sur la valeur locative du bien. Et vu l'inflation, eh bien cette hausse a été rehaussée nationalement de 3,9% cette année. Voilà, sauf qu'à cette hausse nationale s'ajoute par endroit une hausse des taux décidés localement. Par exemple, plus 19% à Nice, plus 16% à Saint-Priest dans le Rhône, plus 15% pour Saint-Étienne, où une commune un peu plus petite, Bezons dans le Val d'Oise, enregistre une hausse supérieure à 27%. Alors dans beaucoup de ces villes ou de ces communes, eh bien les municipalités expliquent qu'elles n'ont pas trop eu le choix, qu'elles ont été obligées de procéder à une hausse de leur taux après parfois des années de stabilité. Sauf que la tendance est nationale. Les taxes foncières ont augmenté en moyenne de 30% sur 10 ans selon la fondation libérale IFRAP d'Agnès Verdier-Molinier. Pourtant, on pouvait penser le contraire. Il y a quelques mois, l'État se réjouissait d'avoir vu baisser les taxes locales visant les ménages sur cette même période de 10 ans, c'est-à-dire depuis 2017. Une baisse moyenne de 18%, toutes taxes confondues, entre 2017 et 2023. Moins 18%. Le rapporteur Renaissance du budget, Jean-René Cazenave, citait évidemment notamment la suppression de la taxe d'habitation qui, elle, touchait aussi les locataires, sauf que les propriétaires se plaignent de voir leur taxe foncière compenser finalement la baisse ou la suppression des autres taxes. Oui. Benoît, puisque vous êtes un peu notre consultant. Consultant sous-sous. Exactement. Donc très rapidement, là en fait la taxe, elle de 3,9%, elle s'applique à tout le monde. Donc c'est même pas certain, parce que c'est une taxe qui est décidée au niveau national, puisqu'effectivement elle est basée sur l'inflation. Deuxièmement, bonne nouvelle, 81% des communes ont décidé de ne pas voter au niveau de la commune une taxe supplémentaire. Donc c'est à minima 3,9. Je rappelle que l'année dernière, c'était 7,1% à minima, puisque c'était aussi calculé sur une inflation d'il y a 2 ans qui était très forte. Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est un peu le calendrier fiscal. C'est très concrètement, les maires, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils sont élus, ils augmentent très fortement leurs taxes foncières, parce qu'ils viennent d'être élus, et en fait, plus on se rapproche des élections, et ça c'est une bonne nouvelle pour les contribuables, moins l'augmentation est forte. Donc, rassurez-vous, chers contribuables. Il y a un rapport. Rassurez-vous, chers contribuables, voilà. La baisse devrait s'accélérer dans les années qui viennent. Ah oui, j'adore ces expressions. Il y a une décélération de la hausse, ça c'était Pierre Moscovici avec François Hollande au bout de 3 mois, c'est-à-dire nous décélérons dans la hausse. Et là, on a une accélération dans la baisse. J'adore. À un moment donné, ça doit se croiser quelque part. Non, mais il a la même Thierry Raffarin, la Tempérude. Vous auriez pu me confondre avec Moscovici. Oui, mais ils ont la même coupe de cheveux avec Moscovici. Non mais sérieux, vous ne vous souvenez pas de la décélération dans la hausse ? C'était extraordinaire. Je ne sais pas qui avait inventé cette saleté, mais enfin, ça nous a suivis pendant 5 ans, je rappelle. Ça se trouve, il y a une dame ou un garçon dans sa voiture qui dit c'est moi, mais je ne vais pas le dire. Je vais le garder pour moi. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le grand débat du jour, à 2 mois des élections américaines. Le premier débat entre Donald Trump et Kamala Harris est donc tenu hier sur la chaîne ABC News. Un débat où le candidat démocrate ne s'est pas laissé démonter par l'ancien président républicain. Parlons vrai, tiens, est-ce que les débats, ça influence votre vote? Est-ce que ça va se jouer à très peu de choses le 5 novembre prochain aux USA? Et à cette question, est-ce que Kamala Harris a pris l'ascendant sur Donald Trump? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir? Au daton vos appels au 0826 300 300. Et notre intervenant Olivier Piton est avec nous, avocat français aux USA et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord, auteur de ce livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. Est-ce que finalement, les Américains se sont fait à l'idée peut-être d'une femme à la présidence des États-Unis? Oui, je pense qu'ils se sont totalement fait à l'idée. Je pense qu'en plus, ça n'a, de mon point de vue, jamais été vraiment un débat. En revanche, ce qui est intéressant pour ceux qui n'ont pas suivi le débat américain hier et qui sont habitués aux luttes françaises, c'est qu'il y a une énorme différence qui s'est caractérisée. C'est qu'en fait, on a eu assez peu de chiffres, assez peu de données techniques, contrairement à ce qui se passe chez nous. Oui. C'était plutôt des grandes envolées un peu floues, avec beaucoup d'agressivité de part et d'autre. Et au bout du compte, ce que l'on peut dire, c'est que c'est toujours difficile de décider de qui a gagné et de qui a perdu. Eh ben, on en parlera. Je vous coupe. Petit teasing, on en parle dans un instant. Petite pause, on revient et on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Retour dans l'arène avec les vraies voix du jour. Philippe Bilger. Dans l'arène, comme vous y allez. Dans l'arène, voilà, dans l'arène. Enfin, dans l'arène, non, pas vraiment comme ça. Ne nous tentez pas. L'apostrophe A-R-E-N-E, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je viens de comprendre ce que je viens de dire. C'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Même moi, je me comprends pas moi-même, c'est pour vous dire. Françoise de Gouas est avec nous, Benoît Perrin, bien entendu. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Je vais y arriver. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est le duel que tout le monde attendait la nuit dernière, le premier face-à-face entre Kamala Harris et Donald Trump aux États-Unis. La moitié de ce qu'elle a dit était des mensonges. Elle dit des choses fausses et ne semble même pas au courant de ce qui se passe réellement. Comme je m'y attendais, Donald Trump a beaucoup menti. Il a son propre avis et sa propre lecture des faits sur tout. L'assurance de Kamala Harris et la façon dont elle est entrée dans les détails m'ont frappé. Et j'ai eu l'impression que Donald Trump était un peu plus décousu, qu'il s'éloignait un peu du sujet. Ils sont forts, nos réalisateurs. Ah oui, Donald Trump, c'est plus de la télé, c'est de la radio. C'est plus de la radio, c'est de la télé, je veux dire. C'est Donald super, Trump bravo Marie. affirme que son débat avec Kamala Harris a été truqué par la chaîne organisatrice. Réaction du milliardaire bousculée hier par la vice-présidente lors de cette émission cruciale dans la course à la Maison-Blanche. Dans la foulée, Kamala Harris a engrangé un soutien de poids. Taylor Swift, lui donc la dirigeante, elle dit qu'elle est douée et solide. Alors parlons vrai, est-ce que l'Amérique est coupée en deux entre les élites qui votent démocrates et les classes populaires qui votent républicains? Est-ce que Trump incarne le changement et Harris la continuité? Et à cette question, est-ce que Kamala Harris a pris l'ascendant sur Donald Trump? Vous dites non à 93%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et il vient tout droit de United States of America. Il est avec nous, Olivier Piton, avocat français, bien sûr, et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de ce livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. Merci d'accepter notre invitation avec ce décalage horaire. Philippe Bilger, avez-vous regardé ce débat? Non, mais j'ai regardé un peu ce qu'on en a dit. Alors, d'abord, une interrogation que je me formule à moi-même, sans risque de contradiction, avant qu'Olivier Piton la porte. J'ai conscience depuis quelques mois que Donald Trump ne parvient pas, me semble-t-il, à trouver dans la forme le ton juste à l'égard de Kamala Harris parce qu'en définitive, malgré sa grossièreté, il a tout de même certaines limites et certaines pudeurs à l'égard de cette candidate et pour lui c'est un problème. Mon ironie, si j'ose dire, c'est que la seule chose qui me rassure au sujet de Donald Trump, c'est que les courants dominants en France, politiques et médiatiques, joue Kamala Harris gagnante. On la vend depuis quelques semaines de manière tout à fait systématique. Et comme la France se trompe toujours sur les candidats de l'étranger, j'ai confiance en Donald Trump. Sur une autre aussi, non, je pense que la France s'est pas trompée, par exemple, sur Obama. C'est Le Monde qui est le premier à titrer la surprise Obama, et bien avant le Super Tuesday. Donc ça, c'est un argument qui tient pas. Moi, j'ai regardé le débat. J'ai regardé 1 heure. Après, je suis tombé à 4 heures du matin. Merci à LCI d'ailleurs de l'avoir diffusé avec la traduction. Ce que j'ai ressenti très rapidement, c'est qu'en fait, quel était le but? Je pense que Kamala Harris avait l'air extrêmement préparée. Je crois qu'elle s'est vraiment préparée. Elle a réussi en fait à faire dérailler Donald Trump. Au début, ça se passe, c'est tendu, mais on voit bien que Donald Trump arrive à garder la mesure. Et en fait, elle le fait dérailler sur les fake news et dans ses travers habituels que la campagne républicaine ne veut plus voir, parce que la légende qui dit oh là là, tout le monde a dit qu'il allait perdre, il va gagner, ça c'est fini, ce ressort-là, de toute façon, il est cassé. Et contrairement à ce que dit Philippe Bilger, je pense que les démocrates refont leur nid dans les classes populaires, et je crois aussi que ce débat, il est bien plus important que le nôtre en France, où souvent les choses sont déjà jouées avant. Je pense que ce débat, il parle aux indécis, parce que les amis de Trump, vous les convaincrez jamais, mais je pense qu'il a pu faire bouger en faveur de Kamala Harris hier. Benoît Perrin. Bon, ça me semble difficile de dire que le débat a été remporté par Trump.
Autant il avait écrasé Biden la dernière fois, Bien autant sûr. là, objectivement, il faudrait de faire de mauvaise foi. C'est pas compliqué. Il est dans les peut-être pas cordes, compliqué, il est dans mais les enfin, cordes de tout temps. Je sais pas si vous avez regardé, je parle aux auditeurs là, mais au moins qui regardent les images de ce débat, c'est assez extraordinaire. Je n'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé quand même de nombreux extraits où vous avez quand même Harris qui ne peut pas, de par les règles, ne peut pas interrompre son interlocuteur, n'a pas le droit d'avoir des notes, n'a pas le droit de faire des débriefings avec son équipe, malgré les différentes pauses pendant le débat. Donc les règles étaient assez strictes. Simplement dans l'attitude, elle est vraiment très détendue. On sent qu'elle a bossé. Quand il dit des énormités, en tout cas aux yeux de Harris, on la voit lever les yeux au ciel. Donc ça, c'est elle. On sent qu'elle vit. Alors de l'autre côté, vous avez Donald Trump qui est peut-être arrivé un peu trop à la cool parce que il avait tellement dépassé Biden la première fois qu'il s'est dit je vais peut-être l'écraser un peu naturellement. Et dans son visage, il ne la regarde jamais. On le sent tendu. On le sent vraiment tendu. Et on a presque un visage de cire. C'est très surprenant, simplement sur ce qu'on appelle le body language, justement, où vous avez vraiment quelqu'un d'ouvert d'un côté et de l'autre côté quelqu'un qui est un peu plus perplexe, un peu plus gêné. C'est très surprenant. Et après, sur le fond, est-ce que ça va bouger quelque chose? Évidemment, les débats télévisés, on sait très bien que ça renforce les convictions des uns et des autres. C'est un spectacle pour tout le monde. Sauf que là, comme ça va jouer très peu, peut-être qu'effectivement, on sent quand même qu'il y a une dynamique des démocrates qui n'existait pas il y a quelques mois. Benoît. Donc peut-être que les indécis vont être touchés. Vous voyez dans mon body language qu'il faut qu'on fasse parler notre invité. Faut que je me taise, surtout, oui. Olivier Piton, non, je plaisante. Olivier Piton. Olivier, oui, allez-y. Non, petite synthèse finalement. Qui dit vrai, qui dit faux? Alors d'abord, il est toujours très très compliqué de tirer des conclusions sur un débat dès le lendemain. On a eu même en France des exemples, je pense en particulier au débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, où on nous avait longuement expliqué que Ségolène Royal avait remporté le débat et on connaît la suite. Donc il faut toujours être extrêmement prudent, surtout sur le ressenti des gens. Ce que je dirais, la première des choses qui a frappé lors de ce débat, pour ceux qui l'ont peut-être regardé, c'est que on a d'abord eu très peu de données techniques. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que contrairement à un débat en France où on essaie d'être extrêmement pointu sur des chiffres et des statistiques, là, on était extrêmement flou. Et je vais même encore plus loin, parce que c'était vraiment ce qui m'a frappé comme deuxième caractéristique, c'est qu'on n'a parlé que du passé. Nous avions un candidat qui défendait son bilan 2016-2020 et une candidate qui défendait son bilan 2020, 2023 et demi, 2024. Et en fait, on n'a absolument pas eu de perspective sur les propositions réelles, concrètes des deux candidats. Et ça vaut d'ailleurs vraiment autant pour l'un que pour l'autre. Deuxième élément rapidement, il faut toujours se méfier du ressenti et de ce qui ressort de ce type de débat. Je vais vous donner un simple exemple. Ce qui actuellement fait la une aux États-Unis et sur les réseaux sociaux, c'est la phrase de Donald Trump qui dit que les migrants haïtiens dans une ville de l'Ohio qui s'appelle Springfield mangent des chats et des chiens, en particulier des chats. Et vous avez Donald Trump qui s'est pris en photo entouré de chats pour montrer que c'était devenu le défenseur des animaux. Alors pour nous et pour la plupart des gens avec qui sont assez éloignés, on peut estimer que c'est une erreur et que c'est une faute et que ça va contribuer à déstabiliser Donald Trump. Mais il y a toute une catégorie d'électeurs qui sont beaucoup moins politisés aux États-Unis particulièrement et qui peuvent considérer qu'effectivement, je pense en particulier souvent aux seniors, et qui peuvent considérer que finalement Donald Trump se présente comme une forme de défenseur. Oui, mais Olivier, sur cette fake news, ce qui était très bien hier, moi j'ai vu, il y avait, comment dirais-je, le truc, la vérification des infos, et il a été démenti devant des millions de gens. Allez, donc, il reste une minute. Olivier, est-ce que j'ai été frappé de voir que non seulement il a mis en cause évidemment la politique de Biden face à Kamala Harris, mais pourquoi n'a-t-il pas insisté sur le fait que Biden lui-même avait donné à sa vice-présidente un rôle totalement résiduel, ce qui montrait le peu de confiance qu'il avait en elle. 30 secondes, Olivier Piton, pardon. Parce que son intérêt, c'était justement de montrer qu'elle était quasiment en cogestion, et en particulier sur le dossier migratoire, ce qui est vrai. Joe Biden avait donné à Kamala Harris la gestion migratoire qui a de fait été un vrai problème aux États-Unis sur la frontière sud, et donc l'objectif c'était de montrer que c'était la continuatrice de Joe Biden après avoir été la co-gérante de son mandat. Et donc la question maintenant est de savoir comment les gens vont intérioriser et finalement s'imprégner de ce débat, surtout qu'il y en aura un deuxième à la demande de Kamala Harris, ce qui laisse entendre
comprendre malgré tout que l'équipe de Kamala Harris, en tout cas c'est ma perception, n'est pas totalement satisfaite du premier débat qu'elle a réalisé. Et en tout cas, on va vous découvrir le 26 septembre 2024 avec la sortie de ce livre, Kamala Harris, la conquérante, publié chez Plon. Et si vous voulez en savoir plus, je vous incite à aller le lire. Merci beaucoup Olivier Piton, avocat français aux USA et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Dans un instant, c'est une immense fierté pour Philippe et moi, cette émission sur l'espace avec Philippe Baptiste qui sera avec nous, président du CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales, et Jean-François Clairvoy, spationaute français qui a volé à bord de la navette spatiale Atlantis et 3 fois à bord de la Discovery. Bref, une sommité. Et puis Benjamin Peter sera avec nous, chargé d'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. On vous expliquera tout sur la Lune, sur Mars, sur ce qu'on a trouvé, les Chinois ont trouvé. Bref, vous sortirez de cette émission avec des étoiles plein les yeux. Allez, à tout de suite. Quel bon jeu.